Bonjour à tous, avant de vous laisser avec l'interview de l'invité du jour, je me présente. Je m'appelle Eva et je suis la fondatrice de la société Neria. J'accompagne les avocats dans la recherche du cabinet qui correspond à leurs critères. Parce que chaque avocat est unique et que chaque expérience en cabinet l'est tout autant, si vous êtes à la recherche d'une nouvelle collaboration, prenez rendez-vous avec moi et je serai ravie de pouvoir échanger avec vous. Le lien se trouve dans la description de ce podcast. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Advocate. Je suis Jasmine, stagiaire chargée de communication chez Anomia. Dans le cadre de mon stage, j'écris des articles, des newsletters, je suis amenée à dessiner, à faire du montage vidéo ou encore à gérer et monter le podcast que vous allez écouter. J'ai pu laisser libre cours à ma créativité. Quant à l'équipe qui a été extrêmement bienveillante avec moi, j'ai passé de merveilleux moments avec eux. Nous cherchons actuellement celle ou celui qui me remplacera à partir de mi-juillet. Si vous êtes intéressé ou que vous connaissez quelqu'un qui peut l'être, n'hésitez pas à nous contacter. Pour revenir sur le podcast, il a été créé par Valentin pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quel est leur parcours, quelles sont leurs activités, mais surtout, quel est leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux avocats, au cabinet d'avocats. Notre objectif est simple, c'est de permettre aux avocats de passer d'un cabinet d'avocats à l'entreprise d'avocats. Et pour ça, nous les formons, nous les accompagnons et nous mettons en place des missions de conseil au sein de leur cabinet. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Maître Félix de Beaulois, le fameux avocat d'Édouard Balladur, Premier ministre de François Mitterrand. Très humble, charismatique et passionné, il a su nous émouvoir et nous toucher. Il nous parle de son parcours, de ses expériences et des réflexions qu'il a pu avoir. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ce podcast. Si celui-ci vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le diffuser, à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est grâce à ça qu'on continue de vous faire du contenu de qualité. Bonne écoute! Eh bien écoutez, bonjour Maître Félix de Beaulois, je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui, surtout que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui vous a recommandé, qui est Arthur de Thomas, qui est déjà passé dans ce podcast. Moi aussi je l'aime bien. Je me doute si vous a recommandé, c'est que vous vous aimez mutuellement bien. Avant que je vous présente, vous allez le faire. Qui étiez-vous avant de devenir avocat ? Alors qui j'étais avant de devenir avocat ? J'étais un jeune homme heureux, ayant grandi plutôt dans les beaux quartiers de l'Ouest parisien, avec, je ne sais pas pourquoi, une envie de faire des choses comme avocat, mais pas que, pour des gens qui avaient eu moins de chance que moi dans la vie. Voilà ce que je peux vous dire sur ce que j'étais. J'étais un ancien cancre, très mauvais élève. Je me suis un peu bougé à la fin de mes études de droit. C'était une époque bénie, je suis né en 74, donc vous voyez, j'ai passé mon bac un peu tardivement, vers 94, et c'était une époque bénie parce que juste avec le bac en poche, vous alliez à la fac de droit, et puis c'était très simple, et puis en droit, après, je pense que c'était infiniment moins sélectif qu'aujourd'hui, et puis surtout, il s'est passé un truc bizarre pendant mes études de droit. C'est que, contrairement à ce que je pensais, parce que je rêvais d'être comédien, je rêvais d'être plein de choses, je me suis vachement intéressé au droit, et notamment au droit constitutionnel. Et j'ai fini mes études de droit dans ce qu'on appelait à l'époque un DEA, ça s'appelle un master de recherche en droit constitutionnel, et je m'intéressais beaucoup notamment aux constitutions de l'Afrique noire francophone. Voilà. Donc tout ça suivait un chemin très hasardeux, j'avais pas de plan de carrière, et c'est en faisant un stage en droit public, je dirais pas où ça, dans quel cabinet, en droit administratif, que je me suis dit, dis donc, c'est quand même un petit peu... J'ai adoré le droit public dans mes études, mais au quotidien, en le pratiquant, je trouve ça un peu... Ça a l'air beaucoup moins sexy que le droit pénal. Et j'avais des copains qui étaient en pénal des affaires, ou en pénal général, et par la suite, j'ai bifurqué vers le pénal. Très clair. Et vous prenez votre première collaboration où alors ? Alors, après mes années de droit, après une année au Sénégal pour le service militaire, après l'école du barreau, et après... On peut en parler, ça ? Après le service militaire au Sénégal ? Ouais. Vous avez fait votre service militaire au Sénégal ? Ouais, je suis allé faire mon service militaire au Sénégal. Incroyable. C'était, je devais partir
devais partir au Congo-Brazzaville parce que j'avais plus ou moins travaillé pour ce pays sur des sujets juridiques. Je devais partir dans ce qu'on appelait une coopération. Et puis, dans le cadre d'une coopération, ça a capoté parce qu'il y avait une quasi-guerre civile. On devait être en 98 à Brazzaville et j'ai réussi à me faire pistonner, je le dis, hein, c'est prescrit, pour partir comme matelot à Dakar. C'est parce que je voulais absolument aller en Afrique noire, parce que j'avais travaillé sur ces pays. Et donc je suis parti comme matelot, j'étais secrétaire de la secrétaire du commandant. Je foutais pas grand-chose et j'ai passé une année de vacances extraordinaire. Je me suis fait des amitiés solides parmi les militaires qui étaient beaucoup désengagés. C'était l'une des dernières années à faire le service militaire. Et ça a été une année extraordinaire. Et voilà. Après, je suis rentré, j'ai fait l'école du barreau. Et après, je suis parti aux États-Unis 1 an à Atlanta. Je faisais du droit de la construction. C'était pas l'éclate, mais au moins j'ai appris l'anglais. Et au retour, c'est là où je me suis dit, je vais pas refaire du droit public comme j'avais fait pendant l'école du barreau. Et j'ai trouvé un petit cabinet qui faisait du pénal des affaires. Et alors, qu'est-ce que vous trouvez dans ce cabinet-là ? Parce que le pénal des affaires, en 98, ça n'existe pas depuis très longtemps. Je crois qu'on donne les origines du pénal des affaires aux années 92. Donc finalement, c'est 5-6 ans après l'existence ou la naissance que j'en donne. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais du coup, qu'est-ce que vous découvrez Alors, je le vivais pas comme ça à l'époque. C'est-à-dire que j'avais l'impression, moi, que le pénal des affaires était déjà installé. Il y avait déjà les stars, il y avait déjà... j'étais passé très très court stage de 2 mois avant de partir aux États-Unis chez Olivier Messner, qui était la référence. Mais je me souviens quand même bien que les départs... j'avais rencontré l'associé de droit pénal des affaires chez Bredin Pratt, qui était déjà Eric Dezeuse. Bon, il n'avait pas voulu me prendre en collaboration, mais je lui en veux pas. J'avais un CV un peu hétéroclite, un peu bizarre, avec mes histoires de constitution africaine. Non, il y avait déjà quand même, les cabinets d'affaires avaient déjà des pôles pénals. Et puis j'étais pas... D'abord, le pénal général m'intéressait. Ensuite, l'exercice du contentieux m'intéressait. Ce que je voulais, c'était défendre des clients, voilà. Et j'ai trouvé un petit cabinet qui faisait beaucoup de pénal, qui travaillait pour les banques. Et finalement, match. C'est-à-dire qu'on quitte le droit public, on trouve le droit pénal, il y a vraiment un coup de cœur qui s'opère, et derrière, vous partez là-dessus. Voilà, je pars, je reste dans ce cabinet. 1 an plus tard, je passe et j'obtiens la conférence du stage. Donc ça va changer un peu la donne aussi, parce que j'avais 30 ans et là, je me retrouve à la conférence du stage avec des dossiers incroyables, une aventure humaine, amicale, professionnelle, fabuleuse, la conférence. Hein. C'est un truc qu'il faut absolument tenter. C'est mieux de le réussir parce que c'est une année géniale, avec notamment des commissions d'office et ce qu'on appelle des assises express, c'est-à-dire que du jour au lendemain, vous vous retrouvez à défendre un type aux assises qui a plus d'avocat pour des raisons X ou Y. Et là, c'est plein de souvenirs d'affaires extraordinaires où vous êtes confronté à la fois à une misère humaine terrible, celle qui mène au crime. C'est pas une façon d'excuser les criminels, mais c'est quand même, il y a une réalité sociologique évidente. Et puis c'est dans cette même année où vous allez de cocktail en cocktail au palais de justice, où vous tutoyez le bâtonnier, etc. Donc il y a une espèce de contraste assez extraordinaire, notamment quand on est jeune avocat. Comment ça se passe, vos premières assises ? Parce qu'en tant que secrétaire de la conférence, je ne sais pas si c'était déjà le cas à l'époque, mais vous aviez la primauté sur les appels en garde à vue pour les crimes. Je sais pas si... Oui, pas garde à vue, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'avocat en garde à vue. D'accord. Et c'est notamment, très franchement, une promotion de la conférence du stage. Je ne voudrais pas dire de bêtises, est-ce que c'est celle de 2012-2014, je ne sais plus, qui a vraiment fait changer les choses et ça aboutit à un changement législatif avec l'avocat en garde à vue. Donc à l'époque, 2004, pas d'avocat en garde à vue. En revanche, on avait le monopole, c'est un terme qui ne plaît pas aux avocats qui ne sont pas de la conférence du stage, et je peux les comprendre, mais le monopole pour la représentation et l'assistance des avocats au moment de leur mise des justiciables, je vais y arriver, au moment de leur mise en examen. Donc quand vous aviez une personne mise en examen dans une procédure criminelle, uniquement criminelle bien sûr, c'est
et c'est toujours le cas, l'un des 12 secrétaires de la conférence. On a des journées de permanence, on est désigné à tour de rôle, et donc ça suppose de prendre connaissance très rapidement du dossier, qui sont souvent des dossiers graves, viol, meurtre, etc., terrorisme, qui à l'époque, j'avais eu un très gros dossier de terrorisme, d'en prendre très rapidement connaissance, d'assister le client pendant son interrogatoire de première comparution, menant quasi inéluctablement à la mise en examen, et dans les affaires criminelles, suivi très rapidement, dans les minutes, heures qui suivent, d'un débat devant le juge de la liberté et de la détention, parce que dans la plupart des cas, le procureur prenait des réquisitions de placement en détention. Voilà, c'est toujours la même histoire aujourd'hui. Donc vous faites à la fois la mise en examen et c'est suivi du débat devant le JLD. Et puis après, il y a toute la procédure d'instruction. Il faut être là pour le client. Il faut aller le voir en détention bien souvent. Il faut essayer d'obtenir sa mise en liberté, etc., etc. Donc vous arrivez en fait en France au retour du Sénégal, au retour des États-Unis, excusez-moi, bien sûr. Dans un cabinet d'avocats où vous allez faire du pénal des affaires, et là, à la conférence du stage, vous touchez finalement en profondeur au pénal général, et même au pénal difficile, au pénal criminel, très difficile, sans filet, parce qu'en fait vous êtes en front ligne, là où en tant que collaborateur libéral, vous pouviez peut-être aller chercher l'aide de vos associés. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Sans filet, alors il y a une grosse solidarité entre les secrétaires, il y a une grosse solidarité dans les anciens aussi. On est élu, vous savez, par la promo d'avant, et donc on a ce qu'on appelle un père de conférence. Donc vous le savez pas, mais mon père de conférence, c'est Arthur de Thomas, grâce auquel je suis devant vous. Vous voyez, donc tout ça a un lien. Et donc on n'est pas seul, on est loin d'être seul. Mais il y a, c'est certain, une angoisse devant l'importance de l'enjeu de la défense, les nombreux pièges de la procédure pénale qui ne font qu'augmenter à travers les changements de procédure pénale. Mais non, on n'est pas seul, mais bien sûr ça peut paraître un peu vertigineux. Et à l'issue de la conférence, qu'est-ce qui se passe? Donc vous faites votre année de conférence, là vous avez pris une expérience en x3 en une seule année, puisque vous êtes appelé partout, tout le temps, à toute heure du jour et de la nuit. Est-ce que vous restez au sein du cabinet dans lequel vous êtes? Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'installations post-conférence. Oui, alors il se trouve que moi j'étais très heureux dans ce cabinet, et parallèlement à la conférence du stage, j'avais des dossiers vraiment intéressants dans le cabinet. C'était un petit cabinet, c'est vrai que j'étais un peu le seul à parler vaguement anglais, donc j'avais des dossiers internationaux, de droit pénal international, on défendait notamment des institutions, des établissements bancaires, financiers français qui étaient inquiétés à l'étranger, on a défendu une très grosse boîte américaine qui était inquiétée en France dans une affaire de corruption en Afrique subsaharienne, et donc ces dossiers-là m'intéressaient au plus haut point. Et en fait, ça apprend aussi à se connaître. Moi, à la conférence du stage, je me suis passionné j'ai défendu un Français qui avait passé 4 ans à Guantanamo, qui est sorti de Guantanamo pendant l'année où j'étais à la conférence du stage. Donc c'est moi qui l'ai défendu quand il a atterri. Il a fait 2 ans de détention et finalement j'ai obtenu en 2006 sa relaxe. Donc ça a été voilà. Et j'ai eu des dossiers très très dont je garde un souvenir très très fort. Mais j'ai aussi compris pendant ces années-là, qui sont aussi des années où j'ai défendu des jeunes de Seine-Saint-Denis, je pourrais y revenir. Donc je faisais aussi du vrai pénal, des pénals un peu des stupes, des trucs comme ça, ou des vols à main armée, dans des réseaux un peu de criminalité, voilà. Et j'ai assez vite compris que c'était pas là où j'étais le meilleur, si vous voulez. Quand vous défendez ce qu'on appelle le pénal de voyou, c'est pas péjoratif, au contraire, dans notre esprit, c'est presque affectueux, mais il faut une espèce de posture, je sais pas comment vous dire, de position un peu crâne face aux magistrats. On est aussi l'avocat, on est souvent désigné par le réseau, on est désigné... Bon.
et je ne me sentais pas à l'aise dans cet exercice. Je voyais bien que là où j'étais meilleur, c'était dans les dossiers où il fallait se creuser les méninges, trouver une stratégie de défense. Et ça, c'est pas forcément que les dossiers de pénal des affaires. Il peut y avoir beaucoup de réflexions dans des dossiers de pénal général. Mais le pénal des affaires s'y prête particulièrement. Les infractions en pénal des affaires sont souvent complexes dans leur définition, complexes dans dans les divers éléments constitutifs, matériels, intentionnels. Et je voyais bien que c'était dans ce travail-là et dans le travail de la construction de l'argumentaire. J'aime bien aussi écrire, j'aime bien plaider. Je voyais bien que c'était là où je pouvais vraiment avoir une valeur ajoutée pour le client. Donc du coup, finalement, vous décidez de vous orienter majoritairement sur le pénal des affaires. Ça prend combien de temps, cette réflexion? Comment est-ce que vous avancez par rapport à votre carrière? J'avance toujours un peu à vue. Hein. Là, on a l'impression que tout ça est très réfléchi, mais c'était au fur et à mesure des dossiers. Puis parfois, je fais le constat que je suis plus à l'aise dans tel ou tel dossier, mais je veux dire, le hasard choisit tellement pour vous dans la vie. Je ne vais pas vous dire que j'ai choisi beaucoup de... Voilà. Il s'est simplement trouvé que j'étais en général heureux dans ce que je faisais et que je ne vais pas là où je sens que je ne serais pas très heureux. Mais il n'y a pas de plan de carrière. Peut-être que si j'étais arrivé dans un cabinet de responsabilité médicale, aujourd'hui, je serais un mordu de la responsabilité médicale. J'en sais rien, vous voyez. En tout cas, j'adore ce métier parce qu'il y a des enjeux intéressants, parce qu'il y a un jeu intellectuel constant dans la défense, surtout dans les dossiers complexes. Et puis, bon an, mal an, au bout de maintenant 20 ans que je fais ce métier, c'est vrai que j'ai défendu des gens très très différents, parce que on pourra en reparler, j'ai défendu, donc je vous parlais de ces jeunes de Seine-Saint-Denis, j'ai aussi défendu des jeunes qui étaient victimes de contrôle aux faciès. C'est une affaire qui m'a passionné. On a obtenu la première condamnation de l'État pour contrôle systémique devant la CEDH, au faciès. Non, Cour de cassation qui a confirmé une décision qu'on avait eue pour plusieurs... on avait essayé de monter une class action, je pourrais vous en parler peut-être tout à l'heure. Carrément, bien sûr. Et puis, parallèlement, j'ai défendu des meurtriers, j'ai défendu des anciens... j'ai défendu un ancien Premier ministre, je défends le patron du CAC 40, j'ai défendu des gamins sikhs d'origine, vous voyez, en provenance d'Inde, qui n'avaient pas le droit de porter leur turban sikh parce que la loi sur le foulard islamique à l'école était passée. J'ai défendu des gamins déscolarisés, je défends des banques, je défends des banquiers, voilà. Donc, c'est un peu le hasard, même si j'ai beaucoup d'appétit pour des dossiers divers. Mais cette diversité-là me nourrit, quoi. Et c'est ça que j'aime aussi dans ce métier. Si je faisais de la défense, je sais pas moi, toujours le même type si je faisais de la défense d'entreprise comme partie civile, bon, ça me passionnerait peut-être pas. Mais là, il y a une telle diversité. Je défends des gentils, des méchants, des innocents, des coupables, des hommes, des femmes, des riches, des pauvres. Mais je défends que des gens qui ont besoin d'être défendus, quoi. Mais alors ça m'intéresse. Est-ce que je fais un parallèle par rapport à votre vie actuelle et au présent. Vous êtes partenaire au sein du cabinet Hughes. Est-ce qu'on est en capacité, au sein d'un cabinet international, de pouvoir conserver cette diversité en termes de clientèle? En fait, c'est un peu... je ne vais pas parler pour les autres cabinets internationaux d'affaires, hein, mais dans ce cabinet Hughes Bard, c'était un peu le deal. Moi, ça faisait 15 ans que j'étais à mon compte, ou que j'avais développé un cabinet qui s'appelait, parce qu'il a disparu depuis, Boken. Je m'étais beaucoup amusé, comme vous l'avez compris, mais j'avais envie de voir ce que c'était aussi que les grands cabinets internationaux qui ont des affaires souvent vraiment passionnantes. Et je voulais pas non plus perdre et ma liberté et la diversité des dossiers possibles. Et donc, c'est un cabinet qui est très attaché à la défense, notamment pénale, aux États-Unis, qui voulait recréer son département pénal et contentieux à Paris. Et bien sûr, moi, je suis venu avec ce que je suis, c'est-à-dire que j'ai des dossiers pour des gens qui ne payent pas beaucoup, pas de problème. J'ai des engagements associatifs importants qui me prennent beaucoup de temps,
pas de problème. C'est un cabinet qui veut aussi que les associés, les collaborateurs fassent ce qu'ils appellent, et ce qu'on appelle désormais en France, le pro bono. Donc voilà, après, plus vous faites des petits dossiers, c'est ma liberté de les prendre tant qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt avec le cabinet, plus vous risquez de ne pas avoir le plus gros chiffre d'affaires à la fin de l'année. Donc c'est aussi un choix personnel, mais sans entrer dans la cuisine, c'est des cabinets qui payent globalement, qui rémunèrent les associés, ce qui est tout à fait normal globalement, selon le travail qu'ils ont fourni, le chiffre d'affaires qu'ils ont apporté. Donc finalement, voilà, c'est un choix que vous faites, de ne pas courir derrière les dossiers les plus rentables, même si quand il y a un dossier qui est rentable, et bien sûr que c'est plus sympathique, mais pour pouvoir faire d'autres choses, voilà. Non mais c'est important de le dire, et c'est une bonne chose, parce que c'est pas le cas dans tous les cabinets américains. Quand on prend un petit cabinet comme White & Case, c'est pas vous qui le citez, c'est moi, c'est un cabinet que j'adore, et j'adore les gens qui sont présents. Ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que concrètement, oui, on est en hit what you kill, comme vous l'êtes au sein de votre cabinet d'avocat, mais en dessous d'un certain chiffre, ça sort. Oui. Et donc, parce qu'il y a des statistiques. De pouvoir, Ouais. Alors, effectivement, il ne faut pas que ce soit non plus... il y a quand même il y a un certain standard, un niveau à tenir. Il ne faut pas que ce soit trop faible. Mais oui, je ne sais pas si j'aurais certainement pas été admis à être... associé equity partner, comme on dit, dans les très grandes firmes où il y a une exigence que je peux tout à fait comprendre de très gros chiffres. Non mais c'est bien, donc finalement vous êtes aligné avec vous-même, vous avez différents types de clientèle, des grands patrons du CAC 40, des anciens premiers ministres, et un aussi, seul ancien premier ministre. Un seul ancien premier ministre, et aussi finalement du pénal que vous aimez, et d'ailleurs vous êtes engagé de façon associative. J'ai vu ça, et c'est comme ça aussi que Arthur m'a parlé de vous, en disant que vous étiez président de l'ILO. Je pense que c'est important qu'on puisse aussi un peu en parler. Oui, je suis content d'en parler, c'est vrai que c'est une partie importante de ma vie. Et de mes journées, parce que l'ILO, c'est une association qui a une 50aine d'années et qui est spécialisée dans l'hébergement, l'accueil, la réinsertion de sortants de prison, ou plus largement de ce qu'on appelle les personnes sous main de justice, c'est-à-dire des personnes qui sont en aménagement de peine, en contrôle judiciaire, pré-sententiel, post-sententiel. Bon, mais globalement, il y a un énorme sujet à la sortie de la prison, ou quand on est sous main de justice, de réinsertion. Et ce sujet, il commence très souvent par le logement. Donc, à l'ILO, on a des centres d'hébergement, et on met aussi des petits studios à disposition, qu'on loue et on les met à disposition, de gens qui nous sont envoyés par les maisons d'arrêt, l'administration pénitentiaire, parce qu'on sait qu'on ne peut pas se réinsérer si on n'a pas de logement. Et puis on a développé depuis une dizaine d'années, parallèlement à cette activité d'hébergement, une activité d'atelier d'insertion, ou de chantier d'insertion, en Ile-de-France, dans la Somme, et puis on est en train d'en ouvrir d'autres, pour essayer de remettre un pied à l'étrier, reprendre des horaires, on fait aussi des qualifications, on est en train de lancer un organisme de formation. Donc voilà, c'est une association dont j'étais administrateur depuis longtemps. J'ai repris la présidence il y a 2 ans, à l'occasion d'un plan de développement assez ambitieux, parce qu'on voudrait vraiment être reconnu comme étant l'association de référence nationalement, parce qu'on est aussi présent à Toulon, et on va être présent, on va continuer à s'implanter dans d'autres territoires, association de référence en matière d'insertion de sortants de prison. Je continue mon petit laïus si vous le voulez bien. Là, en fait, en France, il y a environ entre 65 et 70, parfois plus 75 000, mais globalement 65 000, 70 000 détenus. Okay, donc, si je vous pose la question, faites gaffe, il y a un piège. À votre avis, combien chaque année y a-t-il de gens qui sortent de prison ? On tente le test, Valentin, ou je vous aide? Le test, mais je ne dois pas être bon. Je dirais 10%. Voilà, on dit 10%. Mais vous dites ce que répondent les gens. Je suis très content parce que je vous jure, chers auditeurs, c'était pas préparé. Alors, donc, on se dit, il y a peut-être 10%, 6 000, 10 000 des personnes qui... En fait, il y a 90 000 personnes qui sortent chaque année de prison parce que
on pense à je vais parler comme de la marchandise, je fais exprès, à ce stock de détenus, mais chaque année, il y en a 90 000 qui rentrent, 90 000 qui sortent. 85 000, ça dépend des années. Vous voyez. Et donc, parce que les peines sont souvent très courtes. Et je crois je crois qu'il y avait depuis Taubira, les peines inférieures à 2 ans bénéficiaient d'un aménagement de peine et les gens n'allaient plus en prison. Oui, non. Il y a des aménagements de peine, mais en fait, il y a beaucoup de détention provisoire. D'accord. Il y a beaucoup il y a les TP qui rentrent à l'intérieur. Oui, bien sûr. Et donc, il y a énormément de peines. Alors, sous Macron aussi, ils ont essayé de beaucoup d'aménager les peines de moins d'1 an, etc. Mais il y a une réalité, c'est qu'il y a beaucoup de peines courtes. Et donc, pourquoi j'insiste sur ce chiffre de 90 000 ? C'est que si vous divisez par le nombre de jours ouvrés dans une année, globalement, chaque jour, vous avez 300 personnes qui sortent. Il y en a 300 qui rentrent, il y en a 300 qui sortent, pour faire simple, avec un stock de 70 000. Et donc, voilà, il y en a 300... Qu'est-ce qu'on en fait ? Où est-ce qu'elles dorment ce soir ? Quel boulot elles vont ? Comment on fait pour pas que ça récidive ? C'est un sujet très important. Et on n'a pas des statistiques très abouties, malheureusement, sur la récidive, mais les chiffres sont très mauvais. Pour faire hyper simple, il y a à peu près, on a 2 tiers de récidive. Ça dépend comment vous calculez la récidive, etc. Mais si on ne se voile pas trop la face, les taux de récidive sont colossaux. Donc, soit on fait le procès de la prison, c'est tentant, parce qu'effectivement, notamment en maison d'arrêt, pendant la peine, il ne se passe pas grand-chose. Les gens ont plutôt tendance à s'abîmer dans les addictions, dans ce qu'on appelait autrefois l'oisiveté, mais c'est un terme qui quand même est assez révélateur de ce qui se passe, dans l'inoccupation très 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 profonde, totalement, qui mène à toutes les dépressions. Personne ne survit à ça. Dans ce sentiment d'enfermement qui est en même temps la sanction, donc c'est normal. Mais si vous voulez, on sort de là en étant plutôt moins bien barré pour sa réinsertion qu'avant d'y entrer. Bon. Donc, moi, je ne suis pas là pour refaire le système pénitentiaire français. J'en ai ni les moyens ni l'ambition. C'est comme ça. Maintenant, nous, société civile, est-ce qu'on ne peut pas prendre les choses en main s'agissant de la sortie ? C'est des gens qui, s'ils sortent, pour faire simple, c'est des gens qui ont, comme on disait, payé leur dette à la société. Donc maintenant, ils sont là. La peine, elle est exécutée, le truc. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on les aide ? Et puis, si vous évitez la récidive d'un sortant de prison, une personne qui a été condamnée, vous évitez aussi les victimes. Vous évitez... Donc le coût de la récidive, le coût humain, moral, financier, on l'évalue à 500 millions par an. Et le coût financier de la récidive, il est colossal. Donc, nous, on fait partie des associations qui disons, mais il faut investir... Pas que l'État, qui a plus beaucoup de moyens, mais l'État aussi, bien sûr, mais les grandes entreprises, les fondations d'entreprises, les donateurs, on a 10 000 donateurs. Il faut investir sur chacun et chacune des sortants de prison, des personnes sous main de justice, pour les aider à trouver un chemin vers leur famille, une entreprise, un boulot, un toit. Voilà. Donc c'est ça qu'on fait, mais c'est un travail difficile, avec des gens qui cumulent plein de causes d'exclusion. L'absence de formation scolaire, les addictions, c'est un fléau, les addictions, la drogue, l'alcool, souvent des troubles pas forcément psychiatriques, mais psychologiques, qui n'ont pas pu s'arranger en maison d'arrêt. C'est impossible. Tous ces trucs-là se sont en général aggravés. Je parle bien des maisons d'arrêt. Vous avez des centres pénitentiaires pour des peines longues où il y a des ateliers, il y a de la formation, il y a des trucs. Mais les peines courtes, maisons d'arrêt, et c'est le gros de ce fameux stock dont je parlais. La maison d'arrêt une population plutôt juvénile. Je ne parle pas des mineurs, mais juste les 18-25 ans. Ça, sur les 65 000, c'est le gros des troupes, si vous voulez. Donc c'est des gens qui, de toute façon, qu'on le veuille ou non, ont de l'avenir ou ont un avenir et dont il faudra les accueillir. Donc voilà, ça c'est un sujet qui me passionne. Et donc à notre petite échelle, à Lilo, on essaie de faire changer un peu les choses. Mais alors moi du coup j'ai 2 questions par rapport à ça, Félix. C'est que je crois savoir que l'actuel garde des Sceaux, lorsqu'il était avocat, avait un discours qui était assez similaire au vôtre, où il faisait peut-être un peu plus que ce que vous le faites au micro, le procès de
la prison, ou en tout cas des centres de détention, pour justement lutter contre ce fléau qui était la récidive et le fait de pouvoir donner un avenir à quelqu'un qui avait payé sa peine à l'État, ou en tout cas à la société. Est-ce que du coup il vous entend? Est-ce qu'il vous aide? Est-ce qu'il vous reçoit? C'est ma première question, et je pose la deuxième dans un même trait de temps. Vous disiez que Lilo accompagnait post-sortie. Est-ce que Lilo aurait pour ambition, ou le fait déjà, hein, je vous avoue que je ne connais pas très bien l'association, entre déjà au sein des prisons pour justement travailler sur ces carences de formation? Alors, sur la première question, le garde des Sceaux, qui fut un grand avocat pénaliste, je ne lui ai pas demandé de rendez-vous, parce que j'en ai pas ressenti la nécessité. Sans doute m'accueillerait-il. L'administration pénitentiaire nous aide. Après, il ne faut pas être naïf. Quand on fait de la politique, on doit répondre aussi à on est porté par une opinion et par des électeurs. Il y aurait un énorme travail à faire auprès de l'opinion française, et des opinions en général, pas qu'en France, pour les sensibiliser à cette bêtise assez fondamentale, qui est l'idée qu'on va pouvoir aider les gens en les enfermant. Assumons que la peine d'enfermement, c'est une sanction, et que dire que pendant cette peine de sanction, on va permettre aux gens de se réinsérer, je pense que c'est un peu une lubie. Ou alors il faudrait investir énormément sur ce qu'est la peine de prison, et que par exemple, il n'y ait pas un détenu qui ne soit occupé chaque jour, soit par des formations, soit par des ateliers, etc. Mais dire ça aux Français aujourd'hui, c'est inaudible. Enfin, les Français ne veulent pas l'entendre. Alors que pourtant, moi, sur un discours financier, j'ai fait quelques calculs peut-être trop rapides, et certainement beaucoup trop rapides, mais vous parlez tout à l'heure du fait que la récidive en France pourrait coûter 500 millions d'euros. Moi, je dirais que l'absence de réinsertion, en réalité, coûte beaucoup plus cher. Parce qu'en réalité, s'il y a 90 000 personnes qui sortent et que celles-ci n'ont pas d'emploi, ça veut dire que c'est le chômage qui va les payer, les aides sociales, etc. Et donc, si on monte à 900 millions, ça veut dire que chaque personne coûterait 1 000 euros. Donc concrètement, elle coûte beaucoup plus que 1 000 euros. Et chaque détenu coûte déjà 50 000 euros par an. Donc, mais vous avez absolument raison. Simplement, il faut convaincre l'opinion par ce type d'argument très rationnel, économique. C'est dans l'intérêt de la société, c'est dans l'intérêt de chacun de travailler sur la réinsertion des sortants de prison, c'est dans l'intérêt de travailler sur les modalités d'une réinsertion pendant la peine, mais vous avez une opinion qui est très réticente à s'ouvrir à ce genre de raisonnement, parce qu'ils ne veulent pas que ce soit le Club Med en prison, parce qu'ils ne veulent pas il n'y a pas de raison qu'eux, ils galèrent, les gens galèrent pour trouver un boulot, pour avoir des formations, etc. Pourquoi on va tout offrir? Vous voyez le débat qu'il y a eu cet été sur ces jeux à la maison d'arrêt de Fresnes, c'était sans doute malheureux, le symbole de cette épreuve de cartes, ou je ne sais plus quoi, là. Mais vous voyez la réticence de la population à admettre même qu'on fasse un effort pour faire de la journée du détenu une journée intéressante. Je ne dis pas une journée distrayante, je dis juste une journée intéressante où on va reprendre une capacité à socialiser, à rencontrer les autres, etc. Ce qui peut passer par le jeu, ce qui peut passer par les études, ce qui peut passer par plein de choses. Mais je crois que l'opinion... Donc, si on décide d'être garde des Sceaux, je crois que, par définition, on sort de la posture que permet le travail d'avocat, la fonction d'avocat, qui est une posture de défense, ou que permet la fonction qui est la mienne de président d'une association qui fait ce genre de choses. Et puis, on est quand même dans une démocratie en tant que ministre, on est porté par une assemblée, on est porté par un peuple qui a voté. Et donc, malheureusement, je ne veux pas défendre ici Dupond-Moretti, mais on ne peut plus se comporter comme on se comportait avant. C'est la fonction ministérielle qui oblige à intégrer toutes les composantes de l'intérêt public, de l'intérêt commun. Bon. Voilà. J'étais un peu long sur la première question. Sur votre seconde question, vous vous souvenez de votre seconde question? Oui, c'était les actions de Lilo au sein des prisons, notamment sur la formation. Est-ce que vous étiez déjà présent? Non, alors,
C'est une question qu'on se pose souvent au conseil d'administration et avec la direction générale. C'est parce qu'on est sollicité pour faire des choses dans les murs. Nous, on est plutôt un acteur de la sortie, après les murs. Maintenant, ce qu'on veut, c'est participer à tout effort aidant à la réinsertion et à la lutte contre la récidive. Et donc oui, on étudie de plus en plus la possibilité d'abord de travailler dès la détention, avec des gens formidables qui s'appellent les SPIP, donc les conseillers probation insertion pénitentiaire, qui sont chargés de préparer la réinsertion des détenus qui travaillent en maison d'arrêt ou à l'extérieur des maisons d'arrêt. Et les services du SPIP, voilà, ils nous disent il y a un tel qui n'a pas de logement, qu'est-ce qu'on peut faire quelque chose, il y a un tel qui n'a pas. Donc on essaie de travailler avant la sortie pour proposer des solutions dès la sortie et qu'on évite ce drame de la sortie sèche, comme on dit. Et actuellement, pour tout vous dire, on réfléchit vraiment à participer à la mise en place d'ateliers d'insertion dans les murs de certaines maisons d'arrêt ou prisons. Je comprends pourquoi Arthur il voulait qu'on se rencontre. Bon, déjà pour mettre votre profil en avant parce qu'il est super intéressant, mais j'arrive pas à cerner le personnage. C'est-à-dire que, enfin la personne en fait, pas le personnage, mais c'est que habituellement, si vous voulez, je reçois des pénalistes qui sont des pénalistes pure souche. C'est-à-dire que concrètement, ce sont des gens qui ont la défense chevillée au corps, qui font ça pour l'intérêt général, parce qu'ils ont vécu des choses, je ne sais pas ce que vous avez vécu ou pas vécu, et c'est d'ailleurs pas une de mes questions. Je rencontre aussi des avocats pénalistes qui ont commencé par le pénal général et qui se sont à un moment donné tournés vers le droit des affaires, vers le pénal des affaires, pour des raisons qui leur sont propres, qui sont des raisons de conjoncture, qui sont de l'intérêt des dossiers, qui sont également les cabinets dans lesquels ils ont pu rejoindre. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui est aussi investi finalement dans le pénal général, que ce soit à l'audience ou que ce soit post-peine pour finalement les détenus, et qui en même temps a une activité de pénal des affaires dans un cabinet américain de renom aussi impressionnant. Et du coup, j'avoue que ça me fascine un peu, parce que c'est vraiment un profil inclassable, quoi. Ah ouais, je sais pas si c'est une critique ou un compliment. Non, mais moi j'ai besoin dans la vie j'ai besoin de trouver un équilibre. Donc le métier, notamment en cabinet d'affaires, mais même dans des plus petits cabinets ou le métier d'avocat est quand même très exigeant, il est très absorbant, il est très préoccupant, on peut ne penser qu'à ça, et ne penser aussi un peu qu'à soi. Donc, moi j'ai besoin de respiration, elles sont de plusieurs ordres, j'aime bien faire du sport, il y a des moments où j'aime bien écrire, mais ça... Vous êtes écrivain aussi, on a non, pas encore parlé. Je suis pas écrivain, j'ai publié, c'est différent. Mais ça, moi j'ai besoin de vraiment, et puis il y a la famille, il y a les enfants, il y a tout ça, mais j'ai vraiment besoin, j'ai toujours eu besoin, je ne sais pas pourquoi, d'avoir des engagements associatifs que j'ai quand même globalement pas mal séparés de mon travail. C'est-à-dire qu'évidemment, je ne vais pas commencer à défendre en tant qu'avocat un type qu'on héberge à Lilo. Vous voyez, j'évite les mélanges des genres. Avant Lilo, j'avais fondé et j'ai développé pendant 15 ans une association qui est devenue assez importante, qui fait du parrainage de soutien scolaire dans les quartiers en difficulté. D'où les jeunes de Seine-Saint-Denis. D'où les jeunes de Seine-Saint-Denis, ça c'est encore une autre histoire. Et là, il n'y avait vraiment aucun lien avec le monde judiciaire. C'est-à-dire que c'est une association qui crée des binômes entre un bénévole qui est nos âges, qui est dans la vie active, qui a un boulot, qui a machin, qui a fait souvent des études convenables, et puis qui va parrainer un gamin de cité, comme on disait à l'époque où j'ai créé cette association, je l'ai créée en 2002, un gamin de cité, je l'ai créé à Saint-Denis, donc entre l'âge de 12 et puis on est monté jusqu'à la vingtaine, et le parrainer sur d'abord le soutien scolaire, et puis très rapidement l'orientation professionnelle, lui donner les codes de la société en dehors de son quartier, voilà. Et donc je dis ça pour dire que ça n'avait absolument aucun lien avec le métier d'avocat. Et ça a été très bien comme ça, parce que, encore une fois, j'ai adoré développer cette association, même si ça a été un peu laborieux, mais c'était une vraie respiration aussi par rapport à mon travail d'avocat. Ça vous vient d'où tout ça ? Je sais pas. Je suis vraiment... je sais pas.
Non, mais il faudrait que j'ai jamais fait d'introspection là-dessus. Je vais pas voir un psy. Je sais pas. Ça a toujours été un peu évident. Est-ce que ça vient d'une mauvaise conscience du garçon bien né? Je pense pas, très franchement. Je pense que c'est plutôt mes parents, ma famille, mais j'en sais rien en fait. Vous voyez, j'essaie de trouver des pistes, mais mes frères et sœurs sont pas du tout dans la vie marchande. Hein. Ils sont tous. Je suis le seul plutôt à être inquiet de la fin du. Enfin, je sais pas comment dire les choses. Bon, je suis le seul à faire un peu de pognon, hein, parce que les autres ont des préoccupations beaucoup plus nobles. Et voilà, je pense que. Mais je pourrais pas vraiment m'en expliquer. Très clair. On repasse un petit peu sur votre activité d'avocat, bien qu'elle ne soit jamais très très loin. Vous avez fondé le cabinet Boken, vous pouvez un peu nous en parler? Oui, alors après avoir fait 5 ans dans ce cabinet pénal financier bancaire dont je vous parlais au début, j'avais envie de passer à autre chose. Et mon maître de stage, comme on disait à l'époque, qui m'avait associé la 5e année, Michel Bossier, je m'entendais hyper bien avec lui, mais comme on dit en psychologie, il fallait que je tue le père, je crois. Vous voyez, et puis il fallait que je vive de mes. Je crois que c'est important pour. Alors j'allais dire tout homme, mais j'imagine que c'est pareil pour. Il y a un moment où il faut tuer le père et puis faire quelque chose, voler de ses propres ailes. Et donc ça me titillait pas mal et j'ai monté un cabinet avec mon successeur à la conférence du stage. Donc, vous voyez, Arthur de Thomas a été premier secrétaire en 2003. C'était votre père, et vous tuez le père, il faut qu'il fasse gaffe. Ouais, vous avez raison. C'est pas faux. J'aurais pas dû dire ça avant de parler d'Arthur. Arthur, premier secrétaire en 2003, moi 2004, et puis après, il y a eu Raphaël Gauvin, qui a été élu en 2005 par moi, et en 2007, on s'est associés. À l'arrache, c'était des super souvenirs. Je ne sais pas comment on a réussi à s'en sortir, à payer le loyer, l'électricité, etc. Mais on s'en est sorti. Et puis, 2 ans plus tard, il y a Antoine Bocquier qui nous a rejoints. On a fait Bocquier-Bellois-Gauvin, qui est devenu Boken. Et ça a duré jusqu'en... Moi, je suis parti en début 2020. Et voilà, ça a été une très belle histoire d'amitié. Ça a pas mal marché, parce qu'on était une vingtaine d'avocats à la fin. Si je raconte pas de conneries, ça a fusionné avec BCTG. Alors, tout récemment, Raphaël Gauvin est parti en 2017 parce qu'il est devenu député là, avec la vague Macron en 2017. Et puis moi, je suis parti en 2020. Et puis Antoine et les autres associés on rejoint tout récemment BCTG. Très clair. Okay. Voilà. Et donc vous, c'est pas parce qu'il y a eu fusion avec BCTG que vous êtes parti, vous étiez déjà parti J'étais parti 3 ans avant, ouais. Okay. Et du coup, vous entendez toujours bien quand même? Très très bien. Super, ouais. C'est bien parce que quand même des associations qui se foutent assez rapidement sur Ok, et donc comment ça se fait? Parce que vous n'avez pas eu quand même de cabinet américain à la base, vous avez quand même des investissements associatifs qui sont super importants, vous n'êtes pas auteur mais vous avez écrit des livres... Comment vous vous retrouvez dans une chez Hughes? C'est un jour, j'étais chasseur de tête. Il y a un mec comme vous qui vient me voir, qui me dit moi Valentin, voilà, j'écris des livres, j'ai la défense chevillée au corps, voilà, j'ai eu les premières condamnations de l'État pour contrôle aux faciès. J'aimerais bien travailler chez Hughes. Je vous dis, écoutez Félix, vous avez l'air vachement sympa, mais je pense que je peux rien faire pour vous. D'ailleurs, ça s'est fait sans chasseur de tête cette histoire. Mais vous méconnaissez ce cabinet Hughes Bard. C'est pour ça que je vous écoute. Non, mais en fait, l'histoire, elle est assez... Moi, je me suis éclaté beaucoup amusé, plutôt devrais-je dire, dans des dossiers très prenants, qui sont les dossiers où je défendais des Français, dans des affaires pénales internationales, où il y avait des mises en cause et des poursuites aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France, souvent en même temps. Hyper intéressant, très compliqué, voilà. Donc c'est vrai que j'avais envie de continuer ce type d'affaires. Et le cabinet que j'ai rejoint, Hughes Bard, a développé une matière qui est anticorruption, FCPA, voilà. Et ils se sont... et donc il y a beaucoup d'enquêtes internes aussi.
Et donc l'idée, c'était de faire une complémentarité entre... ils défendent les très grandes entreprises sur ces sujets-là, et donc c'était quand même mieux qu'ils aient un pénaliste et une équipe, parce que je ne suis pas venu tout seul, je suis venu avec 2 collaborateurs, une équipe en pénal et en contentieux d'affaires en général, parce que je fais aussi un peu de contentieux contractuel, contentieux de responsabilité, etc. Et puis je vous dis, il y a cette culture de la défense qui est assez importante chez Hughes Bard, et je ne serais pas allé dans un cabinet qui n'avait pas cette culture-là et qui ne m'aurait pas laissé la liberté aussi dont je vous parlais tout à l'heure. Très clair. En ce moment, il y a des affaires financières importantes dont je suppose vous ne pouvez pas nous parler, comme les Kumkum ou les choses comme ça sur lesquelles vous êtes peut-être présent. Vous avez conservé finalement cette dimension bancaire que vous aviez développée au début de votre carrière ? Ouais, on a alors ce que j'ai conservé, c'est moi je défends beaucoup de dirigeants, dirigeants cadres. Je défends encore des gens. Et alors ça me plaît beaucoup parce que dans ces grandes affaires-là, il y a la défense, par exemple dans les affaires que vous citez, là où les banques sont mises en cause. De toute façon, il y a tous les pénalistes de la place. Enfin, donc, oui, je vous le confirme. Quand on défend la banque, surtout quand il y a un volet américain, il y a un truc qui est très difficile, c'est qu'il y a une pression importante des autorités, et là je parle essentiellement des autorités américaines. C'est la SEC, c'est ça ? Comment ? C'est la SEC ? Plutôt le DOJ, le Department of Justice, pour bien sûr coopérer. Il n'est pas envisageable de ne pas coopérer avec les autorités, notamment américaines, mais c'est pareil en Angleterre, et c'est un peu pareil avec le parquet national financier. Et puis pour flinguer ceux qui ont fauté en interne. Et donc il y a un peu une chasse aux sorcières, il y a parfois des phénomènes de dénonciation en interne. Voilà. Donc moi c'est vrai que j'aime bien défendre les gens, même si j'aime beaucoup le pénal des affaires. On défend des entreprises, c'est aussi intéressant, mais c'est un plaisir pour moi chez Hughes Bard de pouvoir continuer à défendre. Alors parfois c'est le dirigeant, donc il n'y a pas de conflit avec l'entreprise. Mais si vous défendez celui peut-être par la faute duquel est arrivé le scandale, machin, etc., souvent ça peut être très tendu. Et moi j'aime bien ce rôle de défense dans ces affaires où il faut réfléchir en droit américain, en droit anglais, en droit français, sur les conséquences. Il y a toujours des aspects de contrat de travail, il y a des aspects financiers très importants. Vous avez des gens qui peuvent être tentés d'aller se vendre comme whistleblower, dénonciateur, par exemple à la SEC que vous citiez tout à l'heure, parce que ça peut rapporter de l'argent. Donc il peut y avoir des tensions très importantes en interne. Et voilà, je pense que c'est des dossiers pour ça tout à fait intéressants. Donc les plus gros pourvoyeurs de dossiers pour vous, ce sont vos confrères en pénal des affaires et compliance qui travaillent directement avec les entités. Ouais. Très clair. Oui. Alors moi, j'ai beaucoup de dossiers par des confrères. Plus vous avancez en âge dans cette profession, plus vous êtes repéré par les directions juridiques, bien sûr. Hein. Mais en pénal, notamment pour la défense des personnes physiques, notamment pour la défense des dirigeants dans le monde économique ou dans la vie publique, c'est vrai que c'est les cabinets, mes amis et confrères de cabinets d'affaires souvent disent tiens, pour lui, ça serait peut-être bien de prendre Bellois. Voilà. C'est très souvent comme ça que ça se passe. Très clair. Félix, on a fait pas mal le tour sur votre parcours, votre activité. Je vous ai déjà pris pas mal de temps. J'ai encore 2 questions à vous poser. Ouais. Après, promis, je vous laisse tranquille. Et surtout, si vous avez quelque chose à ajouter. J'ai lu que vous aviez défendu devant la Cour de justice de la République Balladur. J'espère pas raconter de bêtises. Non. Qu'est-ce que ça fait de défendre un ancien Premier ministre ? Surtout dans la CGR. Surtout dans la CGR et surtout Édouard Balladur, parce que Édouard Balladur n'est pas n'importe quel ancien Premier ministre. Je vais pas comparer avec d'autres. Alors je crois que vous avez peut-être un auditoire assez jeune, mais Édouard Balladur a beaucoup marqué la
la Ve République dans les années à la fin du XXe siècle. La campagne présidentielle qui a été qualifiée de fratricide, où Jacques Chirac s'est présenté et Édouard Balladur aussi, a énormément marqué la droite française, on en voit encore. Et les années d'Édouard Balladur comme ministre des Finances dans la première cohabitation avec Mitterrand, et comme Premier ministre de Mitterrand, avec un Mitterrand complètement mourant, il ne se passait plus rien à l'Élysée, et un Édouard Balladur que tout le monde voyait déjà à l'Élysée, il a été le chef d'État français. Et il a beaucoup marqué énormément de gens, dont Nicolas Sarkozy, pour ne citer que lui, mais il y a beaucoup de gens qui se réclament de là. Donc, moi, j'ai l'âge d'être peut-être pas le petit-fils, mais pas loin d'Édouard Balladur. En tout cas, je suis un peu plus jeune que ses fils. Et donc, ça a été pour moi un honneur extraordinaire d'avoir sa confiance pour le défendre dans cette affaire très douloureuse qui a été l'affaire Karachi, qui mêle beaucoup des accusations dans tous les sens très compliquées entre financement de la campagne, complicité, enfin des accusations très lourdes. On considère que vous êtes d'une certaine façon responsable de la mort de 11 Français dans un attentat à Karachi au Pakistan. Je ne rentre pas dans les détails. Et puis, donc, une portée historique très importante, parce que cette affaire était archi-prescrite, mais elle a été jugée presque un quart de siècle après les faits, et devant cette juridiction d'exception, qui est la Cour de justice de la République, qui est composée, les magistrats sont composés de parlementaires, donc sénateurs et députés, où vous retrouvez un peu la même ambiance qu'en cour d'assises. Parce que vous avez un jury de 15 personnes, l'audience est longue, elle est très importante, les jurys, les sénateurs, parlementaires, etc., n'ont pas eu accès au dossier, un peu comme les jurys de cour d'assises, et donc l'audience est très importante, et la plaidoirie, les observations sont très importantes. Et donc ça a été un dossier à la portée historique, pour défendre une personne pour laquelle j'ai un respect, vous imaginez, immense, et qui m'a fait cette confiance extraordinaire. Un homme par ailleurs plein d'élégance, mais aussi plein d'humour, on ne le sait pas forcément, très affectif dans son rapport, très fidèle dans ses amitiés, très reconnaissant, et puis d'une intelligence, d'une culture, enfin bon, un type fascinant, et une portée historique, et puis des questions juridiques d'une complexité folle sur les infractions qui étaient en jeu, sur la prescription, sur un dossier qui fait 100 000 codes, si vous voulez. Donc c'était très, 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 très passionnant, lourd aussi, parce que dans l'autre versant de la procédure, l'autre volet de la procédure en droit commun, les gens avaient été condamnés pour les mêmes faits très très lourdement. L'ancien directeur de cabinet d'Édouard Balladur a été condamné à plusieurs années de prison de façon totalement injuste. C'est en appel et j'espère qu'il obtiendra la relaxe qu'il mérite. Et donc c'est dans ces conditions-là qu'on a été arraché la relaxe d'Édouard Balladur, et ça a été une aventure extraordinaire. Et en plus, ce qui est assez incroyable, tel que je l'imagine, c'est que vous n'êtes pas préparé à ça. C'est-à-dire qu'en fait, des procès devant la CJR, vous n'en avez pas tous les 4 matins. Et donc concrètement, quand vous arrivez pour la première fois, même si peut-être vous avez déjà discuté avec des avocats qui étaient allés avant. Il y en a très peu en fait. Alors c'est ça l'avantage, c'est qu'il y a très peu d'avocats qui connaissent bien la CJR. Alors depuis la CJR, dont on avait annoncé la mort, n'a fait que retrouver de plus en plus de dossiers. Il y a eu tous les dossiers post-Covid. Là, je pense que c'est voué à l'échec, parce que la mise en cause pénale des divers ministres qui ont géré la crise du Covid me paraît aussi une chasse aux sorcières, tout à fait lamentable. Mais n'importe quoi, au nom de quoi un juge va dire que Édouard Philippe ou même Agnès Buzyn auraient dû réagir comme ci, comme ça, alors qu'ils étaient... Enfin bon, dire, on peut critiquer la façon dont le Covid a été géré, mais dire qu'il y a eu des infractions pénales, parce que... Enfin, je trouve que ces genres de procès est tout à fait lamentable, et c'est un peu par démagogie qu'on accepte des plaintes dans tous les sens. C'est pas parce qu'il y a un problème qu'il y a des infractions pénales. Il y a beaucoup de problèmes en France qui n'ont pas d'infractions pénales comme pour origine. Donc voilà. Très clair. Dernière question, c'est de quoi vous êtes fier ?
Je suis fier de cette relaxe d'Edouard Balladur. Je suis très fier de la condamnation de l'État. On n'en a pas beaucoup parlé pour contrôle aux faciès. J'ai fait ça avec mon ami Slimane Achour, mais je vous raconterai un autre jour. Je suis très fier de l'association Proxité que j'ai créée en 2002 et qui aujourd'hui a plus de 2000 bénévoles et qui est présente dans une 50aine de villes. Voilà, puis je suis fier de mes enfants. Si jamais ils écoutent ça, il faut quand même que je leur dise. Très chouette. Félix, je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé. Moi, j'ai passé vraiment Merci Valentin, merci de m'avoir donné un super moment. Parole. Et on mettra les liens vers Lilo pour que les gens puissent regarder, et vers Proximité aussi, et pour qu'ils puissent peut-être devenir bénévoles et en tout cas vous contacter si besoin. Très bonne idée. Merci, belle journée, au revoir. Merci. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr. Vous y trouverez des vidéos, des podcasts, des articles et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats, dédiées au business des avocats. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter. À bientôt.